Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamarbi, Lucien Pambou et Camille Sari. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour. L'économie du Libéria sur une nouvelle dynamique. Elle enregistre une croissance du PIB réel estimée à 8,9%, une performance due aux exportations de minerais de fer. Selon les prévisions des économistes, ce taux devrait progresser de 5,4% en 2014. Un reportage de Daniel Aboki, notre envoyé spécial au Libéria. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Libéria a vu ses capacités productives anéanties par les 14 années de guerre civile. Plus de 75% des infrastructures économiques détruites, une situation qui a mis à mal l'économie de cette nation. Mais aujourd'hui, ce pays de 4,1 millions d'habitants est engagé dans le combat de relance économique. Avec un taux de croissance de 8,3% en 2012, l'économie libérienne vient de faire un bond en avant. Parmi les facteurs qui affectent les entreprises libériennes, on trouve des manques de disponibilité des capitaux et de savoir-faire technique. Mais nous pensons que petit à petit, l'économie libérienne va grandir et obtenir plus de capitaux. Une économie qui redémarre mais reste essentiellement dépendante d'un potentiel naturel, le secteur du minerai. En 2013, ce secteur à lui seul a une contribution d'environ 16 millions de dollars dans l'économie du pays, soit environ 12% du PIB, avec plus de 10 000 emplois directs. Nous n'avons jamais exporté le corindon. Nous nous attendons à ce que ce secteur soit l'un des moteurs clés de notre croissance économique, un des principaux contributeurs au budget national. Et bien sûr, nous attendons le développement de nos infrastructures et de tous les autres éléments qui seront essentiels à la réalisation d'un développement économique durable. Mais comme la plupart des économies du continent, le système économique libérien doit se diversifier et réduire sa dépendance de l'exportation du fer. Comment le pays peut-il parvenir à diversifier son économie? Quels sont les autres atouts de l'économie libérienne? Le pays d'Ellen Johnson Sirleaf dispose d'énormes ressources naturelles, le fer, le bois, le caoutchouc dont il est le 9e producteur mondial. Et récemment, des gisements de pétrole ont également été identifiés. L'investissement étranger semble être nécessaire pour la mise en valeur de ces ressources. Les nombreuses réformes entreprises par l'exécutif ont permis d'attirer plus de 16 milliards de dollars d'investissements étrangers dans les mines et l'agriculture. Nous sommes vraiment encouragés par l'investissement dans le secteur agricole, parce que le secteur des mines que nous connaissons par le passé n'a pas fourni de croissance durable. Et nous voyons maintenant que la force de l'économie pourrait être directement dans l'agriculture. Parce que l'agriculture fournit des emplois durables et permet aux gens de survivre. La compagnie Gori est arrivée au Libéria en investissant 2 milliards de dollars dans l'industrie de l'huile de palme. C'est la preuve que l'agriculture est l'un des secteurs d'avenir dans l'économie du pays. L'autre atout de l'économie libérienne, le port autonome de Monrovia, la capitale du pays. C'est l'un des 4 ports dont dispose le pays. Et comme dans beaucoup de pays côtiers, il joue un rôle capital dans l'économie nationale. Plus de 60% du trafic d'importation et d'exportation du Libéria transite par ce port autonome en pleine réforme. En ce moment, grâce aux nouvelles technologies, les ports deviennent hautement sophistiqués et automatisés. Et nous devons nous assurer que nous faisons des investissements adéquats dans notre technologie pour être en mesure de contrôler nos ports et suivre nos conteneurs, même à distance. Ce sont toutes ces choses qui sont dans le plan et il est important que nous mettions ce plan rapidement en œuvre pour rester dans la concurrence internationale. Autant d'atouts sur lesquels le Libéria veut miser pour redynamiser davantage son économie. Une économie qui devra faire face à un autre défi, celui d'énergie électrique. Selon le ministère des Mines et d'énergie, le secteur minier a aujourd'hui besoin de 200 MW d'énergie électrique pour son fonctionnement. Mais d'ici 3 ans, cette demande en énergie sera triplée pour porter à 750 MW le besoin du secteur minier. Notre programme est en mouvement dans ce sens. Nous avons lancé une initiative visant à construire de nouvelles centrales. Nous sommes en train de mettre en place une installation hydroélectrique appelée Malcafé qui devrait nous fournir 80 MW en plus de ce que nous avons déjà.
Nous sommes en train d'étudier une autre possibilité de mise en place d'une autre centrale hydroélectrique de 250 MW, c'est-à-dire que nous sommes sur la bonne voie, l'idée étant la quantité d'énergie nécessaire disponible. Des réformes et initiatives d'État libériens se multiplient pour le maintien de la croissance économique du pays. Il y a aujourd'hui de nombreuses entreprises dans le secteur de palmier à huile au Libéria. Et selon l'accord avec ces entreprises, le premier lot de produits sera exporté et la deuxième production sera transformée sur place. Il y aura donc des usines construites ici pour ajouter des valeurs à ces matières premières. Et ça n'a jamais été fait ainsi au Libéria. Avec ces différents accords passés avec des entreprises qui vont commencer l'ajout de valeurs aux matières premières extraites du pays, on peut dire sans aucun doute que l'économie est sur la bonne voie. Les Libériens se dirigent vers les secteurs du minerai, du pétrole et d'autres activités industrielles. Et je peux vous dire que d'ici 10 à 15 ans, le pays aura beaucoup amélioré sa croissance économique et à partir de ce moment-là, le Libéria sera parmi les meilleurs du continent. 10 ans après la fin de la guerre civile, le décollage économique du Libéria devient une réalité. Classé au 154e rang dans le rapport de Dune Business, le pays gagne 5 places en 2013 pour se mettre à la 149e position. L'exploitation dans les mois à venir des gisements de pétrole découverts au large des côtes devrait également participer au bien-être de l'économie de cette nation. Mais la question de redistribution des revenus reste la préoccupation de bon nombre de spécialistes et observateurs internationaux. Question classique pour ouvrir ce débat. Camille, quels sont les points qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? Il y a plusieurs points. D'abord, il y a une dynamique qui est ouverte déjà après 14 ans de guerre. Il y a un gros problème en matière de formation, parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'il faut savoir, quand il y a eu des guerres, il y a toujours une interruption de la scolarité. Tout le monde a rencontré des réfugiés libériens circuler dans la région. Il y avait beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de familles qui sont pas, mais ils ont interrompu leur scolarité. Donc il y aura toujours un problème de formation et de dynamique de formation. Il y a également la dépendance, et ça, bon, c'est dans le reportage, mais c'est dans les chiffres, dépendance de l'économie vis-à-vis d'industries qui ne sont pas créatrices d'emplois. Les minerais, le fer, le pétrole, tout ça, ça ne crée pas d'emplois. Ce sont des gisements, il y a des gros machines qui viennent avec des investisseurs, donc ce n'est pas créateur d'emplois. L'agriculture reste une piste. Et ça, il faut toujours équilibrer. Les Chinois disaient marcher sur ces deux jambes, c'est-à-dire l'industrie et l'agriculture, et ne pas négliger, là, on dépend... On va y revenir un peu plus tard. Nadia, quels sont pour vous les atouts du Libéria? On l'a entendu, le minerai représenterait environ 12% du PIB du pays. Oui, le minerai, certes, c'est vrai que c'est un atout, et pour le coup, c'est un atout général à l'ensemble des pays africains. Le sol africain est très riche en diverses matières premières. Mais l'atout principal du Libéria d'aujourd'hui, c'est un pays qui a réussi à stabiliser, politiquement parlant, il a réussi à stabiliser. Ça, c'est un atout. On sent bien que maintenant que les choses se sont un peu tassées, que la paix est revenue, on peut réfléchir et construire maintenant des programmes économiques à plus long terme, ce qui n'était pas faisable. Et puis, c'est un atout majeur du pays, c'est sa force vive, sa jeunesse. C'est un pays qui est très jeune, avec une population qui a été meurtrie et qui a été particulièrement marquée par la guerre, parce que beaucoup de jeunes ont été soldats, et ça c'était l'un des points noirs. Le Libéria, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est quelque part, c'est quasiment le début de l'apparition des enfants soldats. Jusque-là, on n'avait pas autant d'enfants soldats. Et le pays est en cours, on le sent bien, de réhabilitation de ces enfants qui ne sont plus des enfants aujourd'hui. Donc ça, à mon sens, c'est le défi majeur du pays, c'est réussir à sortir de cette violence et ramener un peu tout le monde à l'emploi par la formation, ce qui reste encore à faire, parce que là, pour le coup, le reportage n'a pas vraiment axé sur les aspects formation et éducation, et certainement, ce n'était pas le but, parce que c'était très axé sur les matières premières, mais on ne peut pas... un pays qui fonde son économie sur la matière première est un pays qui est perdant à long terme. Lucien, que pensez-vous du modèle économique mis en place par la présidente Ellen Johnson Sirleaf ?
Sandra, sans faire un cours d'économie à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui doivent savoir exactement ce que je vais dire, malheureusement, l'exemple dans le dossier qui est montré ici reprend étrangement ce qui se passe dans la plupart des pays africains. C'est un modèle économique, en fait, qui repose d'abord sur des cultures de rente, aussi bien dans le domaine de l'exploitation forestière, le caoutchouc par exemple, et dans le domaine de l'exploitation minière. Bien, il faut savoir que ce modèle-là a pour vocation de procurer des devises à l'État, aux finances publiques. Or, ce que nos téléspectateurs et téléspectatrices doivent savoir aussi, c'est que les capitaux étrangers le capital étranger qui fait des investissements se donne un certain délai, commence à payer les impôts à partir du moment où l'investissement commence à être rentable. Donc, entre le moment où j'investis, je commence l'exploitation, où je paie les impôts, eh ben, on voit qu'il y a un manque à gagner notable pour le pays, pour le Libéria. Ça, c'est le premier problème. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans ce secteur-là, la plupart des entreprises sont essentiellement étrangères. Dans l'exploitation du minerai de fer, c'est ArcelorMittal, c'est BHP, Billington, c'est China Union, c'est Western Cluster l'Indien. Et dans le caoutchouc, c'est la même chose. Le deuxième défi qui est posé par le dossier, c'est comment réussir en effet à diversifier la production, à diversifier l'économie. Or, pour diversifier l'économie, non seulement il faut avoir un programme économique, c'est très bien, Madame Johnson, Shirley Johnson, très bien, première femme prix Nobel, très bien, mais elle a signé les finances publiques, elle a participé à la réconciliation. Ben, c'est normal parce que l'Unity Party était aux affaires. Le gros problème, un des gros problèmes majeurs, c'est comment, ça a été évoqué, la formation du capital humain, comment on construit les infrastructures et comment on fait la jonction entre un modèle économique qui est essentiellement fondé sur les exportations, sur un modèle de rente coloniale, il faut le dire, qui profite d'abord aux entreprises étrangères. On peut me répondre, oui, mais sans capital, on ne peut rien faire. Et la diversification pour répondre, en fait, aux problèmes d'emploi, de logement et de santé des populations. Le Libéria a-t-il les moyens de diversifier son économie ? Il a les moyens. D'abord, il peut partir de ses ressources. Par exemple, il faut savoir, Sandra, que le fer a connu une décote sur les marchés internationaux parce qu'il y a une récession mondiale, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et la Chine, qui est le plus gros importateur, aussi a vu son taux de croissance baisser. Donc finalement, il faut faire attention quand on exporte le fer ou d'autres minerais dans des conditions actuelles, ce n'est pas très avantageux. Et je sais que c'est difficile à faire parce qu'il n'y a pas un rapport de force. Et je reviens toujours sur l'intégration régionale. Un pays comme le Libéria, s'il avait la puissance, il peut imposer de premières transformations de ces minerais avant même, au lieu d'exporter de la matière première. Mais là, il n'a pas le rapport de force parce que les gros, ils vont lui dire, si vous n'êtes pas content, moi je vais exploiter les minerais qui sont en Mauritanie ou ailleurs. Autrement dit, il faut vraiment partir de ces ressources pour développer et transformer. On a parlé du caoutchouc, Lucia a parlé du caoutchouc, mais c'est valable dans beaucoup de pays de la région, et nous l'avons expérimenté nous-mêmes au Vietnam. Utiliser les EVA, par exemple, la culture des EVA, le caoutchouc, etc., pour faire des suppositoires. C'est tout simple. Et ça, c'est facile. On l'a fait au Vietnam. Et puis, pour d'autres, il n'y a pas que le suppositoire, mais on peut d'autres, je dirais, produits dérivés. Les gants, par exemple, pour être conforme à ce que Lucien voulait entendre, les gants chirurgicaux. Le sida, voilà. Oui, mais les gants, et ça a été fait dans un pays qui est en voie de développement. On l'a fait au Vietnam. Donc, s'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait au Libéria. Nadia, partagez-vous l'avis de Camille quand il dit que le Libéria doit davantage s'imposer, notamment lors des partenariats avec les entreprises étrangères? Oui. Là, pour le coup, c'est un constat et on en revient toujours à la même chose. Hein. C'est un constat qu'on peut faire pour beaucoup d'autres pays. Et c'est toujours la même chose. Et Camille a raison d'insister sur le fait que ce qui fait la différence, c'est le rapport de force. Est-il capable aujourd'hui de négocier serré avec certains gros investisseurs? Par exemple, Lucien parlait d'ArcelorMittal. ArcelorMittal,
peut-il réellement, est-ce que l'État libérien peut-il réellement négocier avec Mittal, sachant que Mittal a beaucoup investi au Libéria, c'était l'un des premiers, qu'il a construit des routes et des chemins de fer, et que voilà, il a aussi contribué à la reconstruction du pays. L'affaire n'est pas qu'une affaire de marché, il y a aussi d'autres choses qui se greffent autour et qui font que quelquefois les États sont pieds-poings liés, parce que les caisses sont vides, parce que aussi c'est un pays un peu particulier qui a été très soutenu par les États-Unis un temps, et puis après il y a eu une marche arrière des États-Unis, il y a eu tellement de conflits. Aujourd'hui, c'est un pays qu'on a un peu laissé à l'abandon. C'est un pays qui se retrouve mis un peu en marge des institutions internationales, parce que de fait, c'est un pays qui n'a pas la puissance de frappe d'autres pays pour pouvoir négocier. Et puis, c'était un pays qui avait besoin déjà de se centrer sur sa propre population, de se centrer sur lui-même, de se reconstruire à l'intérieur. Donc, lorsqu'on est concentré sur la reconstruction intérieure, c'est difficile d'être aussi rayonnant à l'extérieur. Lucien, comment voyez-vous le développement de l'économie libérienne? On a entendu que les experts sont plutôt optimistes. Oui, Sandra, bien sûr. N'importe quel expert peut être optimiste à partir du moment où on a une production qui croît, qui est exportée. Et justement, il faut tordre le cou à cette espèce de lien qui est établi souvent en Afrique. Sur l'Afrique, on nous dit que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. Il faut être sérieux. Ça veut dire quoi? On nous parle d'un taux de croissance de 8,5, mais ce taux de croissance concerne d'abord, effectivement, le secteur qui est externalisé, c'est-à-dire qui est tourné vers l'extérieur. Or, on assiste assez paradoxalement à un taux de croissance qui est bien entendu positif, mais avec un appauvrissement de la population. Donc, c'est un taux de croissance appauvrissant. Donc, quand on parle de taux de croissance, il faut raison garder. Ce taux de croissance doit aussi introduire d'autres indicateurs. Alors, on parle d'indice de développement humain, bien sûr, pour être beaucoup plus basique. Il faut que ça se traduise concrètement par la construction des routes, par les hôpitaux, par l'éducation, par la sécurité alimentaire. Parlons de la diversification de l'agriculture libérienne. Qu'est-ce qu'on remarque? On aurait pu penser effectivement que cette diversification se ferait. Or, aujourd'hui, et c'est pas simplement qu'au Libéria, vous avez la plupart des pays africains qui vendent leurs terres aux grandes entreprises, quelquefois aux États, bien entendu, et ces entreprises, ces États, c'est les États singapouriens, les Malaisiens, les Indonésiens, les Chinois. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils vont pas, en fait, penser à la place du gouvernement. Ce qui les intéresse, c'est le business, c'est-à-dire créer les conditions pour exporter. Donc, il faut des gouvernants relativement forts. La géopolitique commande les rapports de force. Là, on peut le faire sur un niveau régional. Mais comment voulez-vous que sur un niveau régional, ce soit possible quand le bâtiment de l'Union africaine est construit par les Chinois en don? C'est également un constat que vous déplorez, Camille? Non, mais tout à fait, tout à fait. Mais moi, je reste toujours optimiste en disant qu'on peut quand même avancer. On peut avancer. Je vois par exemple, il y a des secteurs qui ne sont pas négligés. La pêche, elle est toujours négligée dans beaucoup de pays. La transformation des produits de la pêche. On voit, si on va dans le 13e arrondissement, dans les magasins asiatiques, vous avez des produits surgelés qui viennent du Vietnam, qui viennent du Cambodge, qui viennent de la Thaïlande. Et vous avez des tas de produits comme ça. Ce sont des pays qui ont... on parle de guerre. Le Vietnam aussi a connu une guerre fratricide. En 1992, moi j'ai été la première fois, c'était un pays dévasté. Mais il se s'est redressé par le travail, par aussi la formation, mais aussi par l'intégration régionale. On peut tourner en rond, mais l'ASEAN a joué un rôle moteur. Et le cas de Libéria, ils ont beaucoup de choses, c'est déjà, il y a la stabilité politique, il y a un fonctionnement démocratique qui est instauré, il y a le symbole de cette femme. Du point de vue symbolique, c'est important, parce qu'on parle de femme présidente, Ellen Johnson, mais c'est une femme compétente, parce que, c'est pas parce qu'elle est économiste, mais elle est aussi gestionnaire, etc. Donc c'est une femme compétente, mais ça ne suffit pas. Il faut un climat des affaires, mais il faut aussi vraiment diversifier l'économie. Ça a été dit dans le reportage. Mais là aussi, il faut des pistes. Il faut vraiment... Et là, j'attire l'attention sur le fait qu'il faut s'appuyer sur la diaspora, mais aussi sur
l'immigration. Par exemple, on a parlé du Libéria, de cette période de guerre où il y a eu déscolarisation des enfants, des jeunes, soit par le recrutement dans une armée comme on le sait, mais il est peut-être possible de faire appel à des techniciens qui sont au chômage dans les pays voisins, parce que les investisseurs étrangers, ils ne cherchent plus une main-d'œuvre qui est à bas coût. Il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Kondratiev, j'étais en train de réfléchir, c'est qu'un ouvrier européen, il peut être plus productif que des ouvriers asiatiques ou africains qui n'ont pas de formation. Il y a une question de productivité. Donc maintenant, les multinationales cherchent des gens formés. Et là, il faut vraiment engager la formation. Il y a la formation de base, mais aussi la formation professionnelle, agronomique, sur les mines, etc. S'appuyer sur la diaspora. Qu'en pensez-vous, Nadia? La diaspora libérienne est-elle forte, importante à l'étranger? C'est une bonne question, mais en fait, pour le coup, le Libéria, c'est un cas particulier sur cette affaire de diaspora. Parce que on ne peut pas appeler ça de diaspora. Il y a des gens qui sont partis, qui ont fui le pays, qui ont été exilés. Il y a eu des mouvements de population qui ont été très importants, mais qui sont liés à la guerre. Mais il n'y a pas eu la création de diaspora avec toute une histoire comme il y a pu y avoir avant, parce que l'histoire du pays est ainsi faite. Il y a les Américano-libériens, c'est au fond déjà quelque part des gens venus de l'extérieur recréer le pays. Donc il n'y a pas la même histoire que dans les autres pays africains. Il n'y a pas cette émigration des Africains vers d'autres pays. Ça a été plutôt un pays qui a attiré les immigrés qu'un pays qui a laissé partir les gens. Donc cette diaspora pour le Libéria, elle est, pour le moment, on ne peut pas appeler ça une diaspora. C'est des gens qui sont en exil, c'est des gens qui ont connu des difficultés très, très, très importantes. Et lorsqu'on part de son pays, on part sans rien, on part les mains dans les poches. Donc comment s'appuyer sur ces gens-là aujourd'hui, sachant qu'eux-mêmes essayent de se reconstruire par ailleurs. Donc là, à mon sens, pour le Libéria, c'est vrai dans l'absolu, mais c'est peut-être pas le bon exemple. Alors, où trouver cette aide dont le Libéria a besoin? Oui, Sandra, je crois que quand on réfléchit, en fait, il faut contextualiser les analyses. Parce que, bon, tout à l'heure, Camille établissait un parallélisme des formes entre l'ASEAN, les régions asiatiques et les régions africaines. Le modèle historique politique d'esclavagisme, de colonisation n'est pas le même. Pourquoi il n'est pas le même? L'organisation du travail n'est pas le même. Il faut, je crois, alors ce n'est pas une excuse, ça ne veut pas dire que les Africains ne sont pas capables. Ce que les Vietnamiens font, s'organisent après de nombreuses années de guerre, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a aussi cette volonté de montrer qu'ils sont fiers d'eux-mêmes. Bien, quand on transpose... Oui, non, mais il ne faut pas parler en général, il faut contextualiser. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on veut construire, en fait, une Afrique régionalisée, mais on remarque encore que, globalement, il y a une domination des puissances occidentales qui arrivent à séparer les pays et à s'imposer. Et donc, du coup... L'approche commerciale domine. C'est pas une fatalité. L'approche commerciale domine beaucoup plus dans les pays africains que l'approche productive qu'il est dans les pays asiatiques. Or, le véritable problème est bien ça. Francophone. Particulièrement. Tout à fait. Parce que lorsqu'on est. Tout ça, c'est pas une fatalité. On peut surmonter tout ça. On peut le surmonter avec les jeunes. Maintenant, les jeunes sont bien formés. Les jeunes africains sont bien formés. Mais il faut l'analyser comme ici. Ils sont dans les grandes écoles. Sinon, si on vous écoute, il y a qu'à. D'ailleurs, c'est pas parce que alors, il faut le faire. C'est pas parce qu'on sort d'une grande école qu'on est compétent professionnellement et sur le terrain. Merci, messieurs, dames. Vous continuerez ce débat hors antenne. Nous poursuivons avec le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. La présidentielle égyptienne pourrait avoir lieu en avril prochain, un scrutin auquel le maréchal Al-Sisi devrait prendre part. Ce lundi, le commandement de l'armée a donné mandat en ce sens à son chef. Sur le terrain, les avis sont partagés quant à l'avenir du pays. Et puis, 22e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Parmi les sujets évoqués, la réalisation de l'agenda 2063. Il propose des conditions pour une véritable émancipation politique et économique du continent. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.